Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Tu auras bien compris par le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'organique et de l'inorganique ou alors du minéral. C'est pour cela que j'ai voulu commencer cette vidéo en vous présentant ces fruits-ci qui font partie du monde organique et de ce verre d'eau minérale qui fait partie du monde inorganique ou alors minéral. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, moi je suis Jerry Sonko, étudiant en chimie et technologie pharmaceutique à l'université de Pise en Italie. Alors, s'il y a faim actuellement, je serais tenté à consommer ces fruits-ci qui sont constitués de sucre ou alors carbohydrate. Carbohydrate veut dire tout simplement carbone hydraté, c'est-à-dire carbone qui a de l'eau. Et par voie pour formule générale, CnH2ON. Et parmi plusieurs sucres qui existent, nous pouvons citer le glucose. Le glucose qui a 6 atomes de carbone et a par conséquent formule brute C6H12O6. Alors, lorsque ce glucose arrive au niveau de mon organisme, grâce à plusieurs mécanismes comme la glycolyse, le cycle des Krebs, la transportation des électrons, la chaîne de transport des électrons, comme nous allons voir peut-être plus tard, grâce à ces mécanismes, le glucose est transformé en CO2, en eau et en énergie, énergie que les différentes cellules vont utiliser pour continuer les différents travaux. Alors la question qu'on pourrait se poser est d'où vient cette énergie, d'où vient l'énergie contenue dans le glucose? Alors cette énergie vient des plantes. Les plantes, grâce à l'énergie solaire, utilisent les molécules inorganiques comme de l'eau, gaz carbonique, et le transforment en glucose que nous allons retrouver dans ces fruits-ci. La question qu'on va essayer de résoudre durant cette vidéo est: est-ce que l'homme, grâce à la chimie organique, peut essayer de faire la même chose que les plantes en transformant des molécules inorganiques ou alors minérales en molécules organiques? On se retrouve après le jingle pour plus de détails. Chimie organique. Organique qui vient de organe serait la chimie des êtres vivants. C'est la définition qu'on aurait eu de la chimie organique si on était au début du 19e siècle. Mais actuellement, elle a une autre définition qui est très exactement ceci: la chimie du carbone associé aux autres éléments et les réactions qui y sont associées. Pour comprendre l'évolution de la définition de la chimie organique, il faut entrer dans l'histoire de la chimie organique elle-même. D'après une légende ténace, la chimie organique serait née en 1828 grâce à la synthèse de l'urée qu'on retrouve dans l'urée par un chimiste allemand très célèbre d'ailleurs, Friedrich Euler, qu'il aurait synthétisé grâce aux substances minérales et sans l'aide d'un organe comme le rein, parce que le rein est responsable de la synthèse de l'urée. Il a par conséquent mis fin à la mystérieuse force vitale. Parce qu'il faut comprendre qu'avant, on pensait que toutes les molécules qui provenaient du vivant étaient insufflées d'une certaine force mystérieuse et par conséquent impossible d'être fabriquées par l'homme. C'est un courant de pensée qu'on appelle le vitalisme. Si tu es intéressé par ça, tu peux mettre en commentaire, ainsi on peut faire une vidéo dédiée au vitalisme, mais ce n'est pas le sujet. De la naissance d'une science aussi complexe comme la chimie organique à la synthèse de l'urée est, selon moi, réducteur, parce que la synthèse est une étape fondamentale, mais la chimie organique repose ses bases sur l'analyse. D'ailleurs, dans mon parcours académique, tellement l'analyse est importante qu'elle a une valeur d'environ 50 crédits pour voir son importance. Donc la chimie organique ne serait réduite qu'à synthèse. La chimie organique a évolué grâce aux pharmaciens qui ont développé au cours du temps des techniques d'analyse et d'extraction des molécules comme les alcaloïdes dans les plantes médicinales, et grâce aussi aux pharmaciens qui en même temps développaient des techniques d'analyse et d'extraction des molécules animales
en les classifiant en fonction de leurs propriétés et fondant aussi des connaissances et fondant ainsi des connaissances d'analyse théorique et pratique très solides. En conclusion, des pharmaciens aux chimistes organiciens, un long chemin a été parcouru avec pour effet la fusion de la chimie animale et la chimie végétale pour obtenir la chimie organique avec pour effet final la fusion, avec pour effet final la synthèse de l'urée en 1828. Et pour petite information, la durée de gestation était d'environ 100 ans, je dirais même plus. Étant donné qu'on connaît plus ou moins l'histoire de la chimie organique, quelle est la différence concrète entre une molécule organique et une molécule minérale? La définition de la chimie organique est chimie du carbone associée aux autres éléments. Mais beaucoup pourraient se poser la question, pourquoi des molécules comme le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, le carbonate et bien d'autres molécules qui comportent des carbones ne sont pas considérées comme des molécules organiques? Eh bien, la réponse est due à leur état d'oxydation et leur capacité à former d'autres liaisons chimiques avec le carbone. Beaucoup vont me demander c'est quoi l'état d'oxydation. L'état d'oxydation, pour être bien compris, il faut comprendre le concept du nombre d'oxydation. Le nombre d'oxydation est un nombre positif ou négatif qui indique le nombre d'électrons qui a été perdu ou gagné par l'espèce chimique. Je vais profiter de cela pour introduire le concept d'oxydoréduction que je vais beaucoup utiliser dans les prochaines vidéos. Une réaction d'oxydoréduction est une réaction au cours de laquelle il y a des échanges d'électrons entre un réducteur et un oxydant. Un oxydant est une espèce chimique qui gagne un ou plusieurs électrons et donc par conséquent subit l'oxydation. Un réducteur est une espèce chimique qui perd un ou plusieurs électrons et par conséquent subit l'oxydation. Ce sont des termes qui peuvent facilement embrouiller les étudiants et par conséquent il faut répéter plusieurs fois, essayer de s'exercer pour ne pas s'embrouiller. Et je vais finir par définir une réaction, une oxydation est une réaction au cours de laquelle il y a perte d'électrons et une réduction est une réaction au cours de laquelle il y a gain d'électrons. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il n'y a jamais de réduction à part et d'oxydation à part. Ce sont des réactions qui sont simultanées et sont superposées. Lorsqu'il y a une réduction, il y a forcément une oxydation d'une autre espèce pour compenser. Raison pour laquelle on parle généralement des réactions d'oxydoréduction, des réactions redox. Pour revenir à notre question qu'on avait dès le départ, quelle est la différence fondamentale entre une molécule organique et une molécule minérale? Une molécule organique est une molécule qui a un état d'oxydation compris entre -4 et +3 et qui a la capacité de former d'autres liaisons chimiques avec le carbone. Tous ceux qui ne se retrouvent pas dans cette définition-là sont considérés comme molécules inorganiques ou molécules minérales. Je vous présente donc à l'écran les différents groupes fonctionnels et les nombres d'oxydation qui y sont associés. Ne vous inquiétez pas, au cours des prochaines vidéos, nous allons les traiter plus en détail. Mais pour revenir à ce qui nous concerne, je vous affiche encore une autre vidéo à l'écran qui vous explique comment est le cycle minéral organique, le cycle de la vie, je peux dire. Parce que lorsqu'une molécule comme le dioxyde de carbone quitte du monde minéral grâce à la photosynthèse pour donner le glucose, la photosynthèse est lorsque la molécule sort de la photosynthèse, elle sort plus réduite, c'est-à-dire à gagner beaucoup plus d'électrons. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a réduction, il doit y avoir une oxydation, il doit y avoir une molécule qui doit payer cette réduction, c'est-à-dire il doit s'oxyder pour donner le glucose. Et en même temps, lorsque le glucose finit d'être synthétisé, elle est consommée par l'animal. Lorsque le glucose arrive au niveau de l'organisme, elle est oxydée pour former
le CO2 qui revient encore sous forme minérale. Mais il ne faut pas oublier, lorsqu'elle est oxydée, il y a une autre molécule qui doit être réduite pour payer et toujours équilibrer les choses. Ceci est donc le bref résumé de tout ce que j'ai dit jusque-là. En conclusion, grâce à la maîtrise de la chimie organique, l'homme a pu améliorer plusieurs aspects de ses conditions de vie, qui sont la santé, à travers la production des médicaments, l'énergie, à travers la production de l'énergie grâce au gaz naturel, à travers l'industrie alimentaire, l'industrie cosmétique et plusieurs d'autres aspects encore. Je profite de cela pour répondre à la question qui était posée au début qui disait est-ce que l'homme peut avoir les mêmes résultats que les plantes ou bien la nature? On observe au quotidien que oui. Mais cela ne veut pas pour autant dire que l'homme peut remplacer la nature. Non. Cela veut dire que l'homme doit travailler en synergie avec la nature pour obtenir des meilleurs résultats possibles. Alors, vous comprenez encore une fois de plus que tout autour de nous est chimie, il suffit juste de la comprendre pour pouvoir faire des meilleures choses et faire des meilleurs choix. Sur ce, je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.